Merci, mais le président semble dire qu'il n'a pas fait de report. Hein. Oui, il n'a pas prononcé le mot report. Parce que peut-être il avait connaissance que le report était impossible, il ne l'a pas prononcé. Il a dit qu'il a abrogé le décret qu'il avait pris, convoquant le corps électoral. Est-ce que maintenant on peut interpréter cette abrogation comme un report? Certainement oui. Donc c'est un report voilé. Mais sur les principes, il n'a pas reporté. Il a abrogé un acte qu'il avait pris. Donc on n'est pas dans la logique constitutionnelle où le report était interdit. On est dans une logique administrative. Parce que le président est une autorité administrative. Et une autorité administrative, quand une question se pose à elle, elle se pose trois questions. Est-ce que j'ai la qualité pour agir? Comment devrais-je agir? Et à quel moment? Ces trois éléments sont fondamentaux pour la régularité et la légalité de l'acte qu'il va prendre. Sur le premier, oui, il a des compétences pour agir parce qu'il a la qualité, c'est le président de la République. Deux, oui, il a la qualité et compétence pour agir. Et la qualité, c'est le président de la République, l'autorité, et la compétence parce qu'il peut prendre un décret. Mais sur le troisième aspect, le moment, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la prise de ce décret qui devait convoquer le corps électoral est calculée par la Constitution. Et elle avait inscrit dans un timing qui devait prendre en compte la durée du mandat qu'on ne doit pas dépasser. Pour que l'élection puisse se dérouler avant que le président qui est en exercice ait terminé son mandat pour qu'on entre dans un autre mandat sans que le mandat soit prolongé. Finalement donc, le décret qu'il avait pris pour convoquer le corps électoral est une exigence constitutionnelle qui devait donner corps à l'intangibilité de la durée du mandat du président de la République qui s'inscrit désormais dans les clauses d'éternité. En disant donc que je retire, j'aborde cet acte, de facto, il allonge la durée. Parce que quand on retire l'acte pris, on ne pourra plus faire l'élection à la date indiquée. On va prendre une autre date. Dans ce cas-là, ça va impacter sur la durée du mandat, parce que son mandat qui devait terminer le 2 avril peut par conséquent être prolongé au-delà du 2 avril du fait de l'abrogation de l'acte. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il s'est trompé. Parce qu'il a abrogé l'acte. Or, l'abrogation met fin aux effets futurs, mais n'anéantit pas les faits antérieurs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce qu'ils ont compris, on dit aux partis politiques, continuez votre campagne. Pour montrer que, donc, sur le plan de la légalité, cette exigence constitutionnelle ne lui donnait pas la possibilité en ce moment précis d'abroger cet acte-là. L'abrogation, même si c'était un pouvoir du président de la République, en tant que l'auteur de l'acte, par le parallélisme des formes, aura des conséquences sur la durée du mandat qui est une clause intangible et d'éternité. Et on ne peut pas dire que oui, on n'a pas touché le mandat, on a touché l'acte qu'il a pris, mais l'acte entraîne le respect de la durée du mandat. Donc l'acte est irrecevable en droit. Et vu les conséquences qu'il va entraîner, l'acte serait contraire à la Constitution, violerait la Constitution. Mais il y a aussi la loi. Parce que quand le président a pris ce décret pour abroger le décret convoquant le corps électoral, comme je vous l'ai dit tantôt, aussitôt après, on a vu l'Assemblée nationale introduire une proposition de loi constitutionnelle qui est différente d'un projet de loi. Un projet vient du gouvernement, l'exécutif, une proposition vient de l'Assemblée. Mais là aussi, l'Assemblée est dans ses prérogatives. Rien n'empêche que les députés proposent une loi constitutionnelle. Seulement, quand ils proposent une loi constitutionnelle, il faut demander l'avis du président de la République. Si le président dit non, ça ne passe pas. S'il dit oui, ça passe. Sauf s'il y a rien de faire. Mais dans ce cas d'espèce, le président a dit on m'a demandé mon avis, mais j'ai pris acte. Alors qu'il n'a pas pris acte. J'ai pris acte, c'est avec lui mon avis. C'est une autorité. Maintenant, cette loi, elle portait sur quoi? Elle portait sur la modification d'une disposition de la Constitution, notamment l'article 31. Que dit l'article 31? Il dit que l'élection présidentielle aura lieu entre 30 jours et 45 jours maximum. Et les députés ont pensé qu'ils peuvent décaler les 30 et 45 jours. Oui. Sur ce, ils n'ont pas violé la Constitution. Ils ont modifié la Constitution le 31. Mais la conséquence de cette loi-là, c'est quoi? Comme le décret que le président a abrogé, si on change cette disposition pour déplacer le délai qui est imparti pour organiser l'élection
Cela veut dire que donc on va choisir un autre délai, mais ça va impacter sur la durée du mandat de 5 ans du président de la République, qui risque d'avoir encore l'allongement de son mandat, et ça va violer encore la clause d'intangibilité, d'éternité qui est la durée du mandat qui est encadrée. Finalement donc, la modification de la Constitution par cette proposition de loi constitutionnelle de l'article 31 va avoir une conséquence sur l'article 103 de la Constitution qui dit que les clauses liées à la durée du mandat, au nombre de mandats et au mode d'élection du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. On n'a pas dit que c'est intangible seulement, parce qu'on pouvait dire par voie référendaire, c'est intangible comme par le passé, mais on a dit ce n'est pas possible. C'est comme la forme républicaine de l'État, c'est-à-dire que ce sont des clauses intangibles mais d'éternité qui vont survivre à toute réforme et à toute modification de la Constitution et qui vont disparaître quand il y aura changement de Constitution. Finalement donc, on ne peut pas dire que cette proposition de loi porte sur une disposition dont la modification n'est pas interdite, en oubliant que la conséquence de la modification, c'est que ça va modifier des dispositions qui sont frappées du sceau de l'intangibilité et du caractère éternel. C'est ça le danger. Autre chose, la proposition de loi qu'ils ont proposée, ils étaient obligés, dès lors qu'ils ont dit que on va sortir de l'article 31, ils ont fixé une date. Or, comme vous le savez, la Constitution ne contient pas de date. C'est pourquoi la Constitution dit l'élection présidentielle aura lieu le dernier dimanche du mois de février. Et la Constitution dit, l'article 31, c'est entre 30 jours au moins et 45 jours au plus. Vous avez mis le 15 décembre. C'est une violation. Donc, la loi, la proposition de loi en tant que telle viole la Constitution. Comme le décret que le président aura pris, non seulement est illégal parce que ça viole le droit, mais aura des conséquences qui vont avoir des répercussions négatives sur les dispositions sacrées de la Constitution. Cela entraîne quoi? La désacralisation de notre Constitution. Cela entraîne quoi? L'insécurité juridique. Pour la bonne et simple raison que si avec ces dispositions qu'on a modifiées, ça passe, et aura des conséquences sur ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'est-ce qui peut empêcher au président de dire nous traversons une crise financière de trésorerie au niveau de l'État, on pourra organiser des élections, donc modifier l'article 31 pour dire depuis le 15 décembre, maintenant c'est le 25 décembre. Alors, finalement, on a anéanti tout ce qu'on a fait et qui est le résultat d'un long processus démocratique. Vous savez, M. Gomis, Abdoulaye Wade n'a pas violé la Constitution. Il a utilisé ses pouvoirs pour affaiblir la Constitution en disant que désormais, le président qui sera élu le sera avec le cadre bloquant des votants. Alors qu'avec Abdou, c'est le cadre bloquant des inscrits. On a estimé qu'avec le cadre bloquant des votants, même si on a 500 000 votants, si on a 25 pour cent, on a estimé que cela, c'était un recul démocratique et les gens l'ont combattu. Mais cette fois, c'est le contraire. On a touché la substance même de la Constitution. C'est-à-dire ce qui fait la sacralité, ce qui gagne notre sécurité. Et pour terminer, le président Macky Sall, arrivé au pouvoir, avait fait un engagement comme quoi il va diminuer le mandat du président de 7 ans à 5 ans. On a dit oui, parce qu'on oublie que la Constitution du 22 janvier 2001, initialement, avait fixé la durée à 5 ans. C'est Abdoulaye Wade qui l'a modifié 7 ans en violant la Constitution lui aussi cette fois-ci, en utilisant la voie parlementaire, donc c'est pas possible. Et du droit avait défendu, à tort, mais c'est passé. M. Macky Sall a dit, au-delà de la diminution du mandat de 7 ans à 5 ans, il a souhaité, pour donner corps à son engagement, qu'on lui applique lui les 5 ans et non 7 ans qu'il avait bénéficié de la Constitution de 2000. Quand il a introduit, le juge lui a dit que, Monsieur le Président de la République, vous avez les prérogatives constitutionnelles de diminuer le mandat, de proposer. De 7 ans, on passe à 5 ans dans le projet de réforme référendaire. Par contre, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas appliquer cette réduction à votre mandat qui est de 7 ans, car votre mandat est constitutionnel, donné par un texte sacré, votre mandat est intangible, ça ne vous appartient pas. Par conséquent, vous ne pouvez pas diminuer. Car s'il était autorisé à celui qui a un mandat de le diminuer ou l'augmenter, on serait dans une insécurité juridique, avec des conséquences de beaucoup possibles. Et c'est pourquoi M. Macky Sall sort pour dire que je voulais bien, mais on m'a interdit.
que je ne peux pas le faire. Mais il avait une possibilité pourtant. Pour donner corps à son engagement politique, il pouvait, au-delà de 5 ans, remettre son mandat à un jeune et aller aux élections. Mais il ne l'a pas fait. Mais personne ne peut le contester ça. Ça, c'est politique. Mais au plan constitutionnel, c'est la sécurité de la Constitution qui entraîne la sécurité juridique même de notre État. C'est l'État de droit. Vous savez, M. Gobi, c'est l'État de droit. C'est un État qui est soumis au droit. Dans ce cas. La suite logique du dernier mot que j'ai utilisé, l'État de droit. C'est un État qui est soumis au droit. Même si nous sommes dans le système de la séparation des pouvoirs, ça ne signifie pas une séparation étanche des pouvoirs, telle que dans le scopage. Ça signifie une séparation harmonieuse et intelligente, une collaboration. Pour que chaque pouvoir puisse jouer sa partition, pour qu'en fait, l'ensemble de ces partitions ait la symphonie nécessaire à l'armature institutionnelle, qui est l'État de droit. Or, cet État de droit nous dit que dans un État, chaque fois qu'il y a un conflit, il y a une seule autorité qui est habilitée à trancher, c'est le juge. Avec la particularité ici que le Conseil constitutionnel n'est pas un organe juridictionnel au sens du terme. Il est une institution à la fois juridictionnelle mais politique. C'est pourquoi il faut que nous, les juristes, qu'on arrête de penser que la Constitution c'est du droit et que nous sommes les seuls capables à l'interpréter et aller au Conseil constitutionnel. Non, la Constitution renvoie plusieurs choses. C'est une philosophie, c'est un projet de société, ce sont des rapports même d'existence dans une société. Et ça, pour les comprendre, on ne doit pas être droit, juriste, on doit être philosophe, anthropologue, tout, parce qu'il faut voir les fondamentaux. Et c'est pourquoi ce Conseil, qui a une mission de garantir le respect de la Constitution, et une mission de pacification et de régulation aujourd'hui de l'espace politique et social, doit pouvoir se prononcer pour donner suite à cela. En faisant quoi? D'abord, comme je viens de vous le dire, si cette proposition me semble, et je pense que c'est pertinent ce que j'ai dit, parce que personne n'a dit le contraire, même si on touche à 30 ans et ça va violer la Constitution dans ses dispositions intangibles, le Conseil peut dire que la loi qu'on peut proposer est une loi qui est anticonstitutionnelle. Ça c'est un. Quand elle le déclare, la loi disparaît. Mais ensuite, le Conseil va dire une chose. Il dira que mes décisions sont irrévocables et j'ai déjà pris une décision. Cela veut dire quoi? J'ai arrêté la liste des candidats. Rien que que ce qu'on peut faire. Et je fixe la date des élections telle. Oui, il a le pouvoir. Mais comment il va faire ces problèmes? L'affaire est terminée. Mais ici, le Conseil vient de dire que comme il a l'habitude de le faire, je suis incompétent pour contrôler ces lois parce que c'est une loi constitutionnelle. Un constituant, quand il décide, moi, juge, je ne peux pas aller au-delà. Ça, c'est une fuite en avant à la limite. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait par le passé. Mais aujourd'hui qu'on a touché la sacralité de la Constitution, s'enfermer dans cette logique pour ne pas contrôler, c'est dénaturer complètement notre texte constitutionnel. C'est nous dire demain, faites une nouvelle Constitution, mais ça n'a pas de sens. Ou même peut-être le Conseil peut faire autre chose. Si le Conseil dit que tout est bon, je ne regarde pas. Maintenant, je ne parle plus de droit. C'est comme si donner suite aux récriminations qui ont été faites comme quoi ils ont été corrompus. Et mieux, s'il disait que j'annule la date, parce que la date n'est pas normale dans une proposition de loi, oui. Parce que même s'il dit que je ne suis pas compétent, qu'est-ce qu'il fera de la date? On mettra la date de la Constitution. Article tel, l'élection du Sénégal, on a dit le 12, le 15 décembre, c'est pas possible. Il dit, j'enlève la date et je laisse la proposition. Et s'il nous propose une date maintenant qui va avoir 2 ans, ça ne va pas qu'elle est dans le pays. Et je viens de vous dire que le Conseil a un rôle de pacification et de l'espace politique et social. Ah oui, c'est un juge politique. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le Conseil doit prendre ses responsabilités. Et pourquoi il doit les prendre en même temps? Parce qu'on a accusé le Conseil constitutionnel, quelques-uns de ses membres, d'être des corrompus, d'avoir été soudoyés. Par qui? Par un candidat et par qui est le Premier ministre. Mais comment pouvez-vous accuser quelqu'un de corrompu, voter une loi anticonstitutionnelle et lui demander de contrôler cette loi-là et qu'il vous donne raison? Ça me pose un problème. Mais pour vous dire vrai, le Conseil, si on suit la logique, sauf s'il fuit ses responsabilités en évoquant l'incompétence, je n'y peux rien, le Conseil doit savoir qu'il doit annuler cette loi parce qu'elle soit compétente ou non, la loi est contraire à la Constitution. Et la Constitution est dans tout le monde. Dans ce cas, comment? Vous savez qu'aussi en droit, c'est la procédure.
Aujourd'hui, il n'est pas saisi. Sauf que par le passé, dans l'affaire de Diomaye et les autres, moi j'ai dit que le Conseil, qu'est-ce qu'il attend? Il a pris une décision de dire voici la liste des candidats. À partir de ce moment, ces candidats sont protégés par le Conseil. Et ces candidats doivent bénéficier du droit de suffrage, qui renferme 3 principes. La liberté, le secret et l'égalité de tout le monde. Il dit, écoutez, l'administration, libéré Diomaye, il doit bénéficier de l'égalité de traitement comme tout le monde. Sinon, s'il y avait une charge contre lui, on n'aurait pas laissé être candidat. N'est-ce pas? Donc j'ai dit que là, le Conseil devait pouvoir le faire. Mais maintenant, le Conseil a la possibilité donc de sauver cette situation-là. Et de se dire qu'aujourd'hui, qu'ils doivent prononcer. Mais pour qu'il se prononce, il faut qu'il soit saisi. Or, cette loi a été votée à l'Assemblée, selon la procédure majorité qualifiée 3/5. Les députés qui ne sont pas contents, quand ils constituent le 10e, ils vont saisir le juge avant que le président ne promulgue la loi. Donc ils ont un délai de 6 jours pour saisir le Conseil. Et je pense qu'ils doivent le faire aujourd'hui ou demain. Et là, il n'y a pas de problème. Il y aura certainement 17 députés. Donc la procédure sera respectée. À moins que maintenant les députés disent que finalement nous on saisit personne. On n'y peut rien. Et c'est ça le danger. Par le passé, on a des lois anticonstitutionnelles, mais on n'a pas eu la majorité requise pour saisir, et la loi est restée dans la Constitution et est devenue dangereuse. Et c'est pourquoi on a inventé aujourd'hui l'exception d'inconstitutionnalité. Aujourd'hui, les députés vont saisir le Conseil sur l'inconstitutionnalité de la loi en évoquant non seulement la violation de 31 qui fixe une date, mais mieux en montrant que les conséquences immédiates et évidentes, ça va toucher les clauses d'éternité qui sont dans la Constitution. Maintenant, le reste, c'est juste à apprécier. La République, il est le gardien de la Constitution. Et le gardien de la Constitution ne doit pas prendre des actes qui vont affaiblir la Constitution. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas parce qu'on a une compétence qu'on pense qu'on doit l'exercer à tout moment. Non, la loi encadre l'autorité administrative dans son action. La base c'est la loi, le référentiel c'est la loi, la finalité c'est la loi. Il n'y a aucun moyen. Même en cas de pouvoir discrétionnaire, la légalité est encadrée aussi, elle existe encore. À partir du président, pour moi, en tant que gardien de la Constitution, devait s'empêcher de prendre un décret dont il sait qu'au plan du droit, ça pose une question de l'égalité, sans considérer les conséquences au plan constitutionnel. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tous les candidats ont attaqué presque ce décret au niveau de la Cour suprême pour inégalité. Ils ont attaqué au niveau du Conseil constitutionnel pour montrer que les conséquences futures de cette abrogation, c'est violer, c'est allonger le mandat du président de la République qui est inscrit dans les clauses d'intangibilité et d'éternité. Donc, M. Gomis, il n'y a pas d'interprétation possible. Au moment où je vous parle, je n'ai pas vu un seul juriste dire qu'il n'y a pas la loi constitutionnelle. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a dit ceci, que le président n'a pas reporté. C'est l'Assemblée qui a reporté. Et le président a pris acte. L'Assemblée n'a pas violé parce qu'il a modifié l'article 31. Or, c'est le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, qui a introduit cette réforme pour dire que désormais, la question du mandat, personne ne peut plus faire plus de 5 mois. Il y a plus de 5 mois. Et son président peut dire il y a plus de 1 jour de plus ou autre chose. C'est terminé. Comment peut-on donc utiliser le point de vue de ce boucher qui a parlé politique pour nous dire qu'en réalité, il y a une polémique ou une interprétation? On est tranquille. On a nos étudiants qui disent que moi je suis formateur à l'ENA. Dans l'autre, j'ai une condamnation du CFJ. Je suis au ministère de la Justice dans 5 ans, 6 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire. Respectons le droit, respectons la Constitution. C'est une convention qu'on a acceptée. Une convention, chaque parti doit assurer sa protection. Mais nous sommes en matière politique. Le fait que le président Macky Sall décide d'abroger l'acte qu'il avait pris pour convoquer le collège électoral, je ne pense pas que ce soit les présidents des gestions qui devaient consulter. Les premiers acteurs qui sont bénéficiaires, ce sont les candidats qui ont été retenus. Mais mieux, le protocole de la CEDEAO nous dit que 6 mois avant les élections,
on ne touche à aucune disposition par rapport à l'organisation électorale. Ce qu'on a construit pendant des années, on ne peut pas. Et vous savez que quand le Conseil a publié sa liste, l'élimination de M. Karim Wade est de droit. Parce qu'au moment où il a déposé son acte de renoncement, c'est postérieur à la déclaration de l'honneur. La loi dit qu'il faut enlever, mais là, comment on a fait ça? C'est pour l'extérieur des affaires. L'affaire des autres candidats qu'on a décidé, la dame, Mme Wardini, la preuve, aujourd'hui, M. Karim Wade doit être poursuivi comme Mme Wardini. Pour avoir fait du faux par jury. Et il faut déclaration de l'honneur. Parce que c'est moral avant d'être juridique. Finalement, on met dans une situation un engrenage pour ne pas sortir. Est-ce qu'on a le droit, après avoir hérité d'un pays qui a une longue tradition démocratique, grâce à la dimension de ses institutions, tu arrives au pouvoir, tu vas mettre ce pays-là à terre et ses institutions, jusqu'à peut-être même, je ne le souhaite pas, le mettre dans un régime d'exception. Et si les militaires prennent le pouvoir, tout le monde dit que c'est une solution. Oui, c'est une solution. Mais ce n'est pas une solution souhaitable. Parce que ça met fin à tout un processus, toute une tradition démocratique et un combat auquel les gens qui veulent fragiser n'ont pas participé. Ça nous a valu combien? Je me rappelle, je vous disais que quand on vote, on n'a pas besoin de prendre, de se cacher. On est juste des Sénégalais. On était là. 83, il nous a brimé, il nous a tapé. On vote avec tout ce que l'on veut, carte d'identité, extrait de naissance. Et le combat mené jusque-là. Et c'est pourquoi je ne peux pas comprendre que le président Abdoulaye Wade, qui a été l'artisan de tout ce combat-là, même si ça concerne son fils, on doit dépasser les intérêts personnels pour servir l'intérêt de la nation.